Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Histoire de tous les jours. Si vous aimez les récits de vie pleins d'émotions, de drames et de rebondissements, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un témoignage bouleversant, une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, même à vous. Alors, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Élise, j'ai 42 ans, et si vous m'aviez croisée il y a encore quelques mois, vous auriez pensé que ma vie était parfaite. Une maison élégante en banlieue parisienne, un mari charismatique, une famille unie, une entreprise florissante. Tout semblait aligné, comme dans un tableau soigneusement peint. Mais vous savez, parfois, les plus belles toiles cachent des fissures invisibles. Et c'est précisément ce que j'ai découvert, un soir, en rentrant plus tôt que prévu pour surprendre mon mari, Marc. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière, pour que vous compreniez qui je suis et comment tout a commencé. J'ai grandi dans une petite ville de province, avec des parents modestes mais aimants. Mon père était instituteur, ma mère infirmière. Ils m'ont appris l'importance du travail, de la loyauté, et surtout, de la famille. À 27 ans, j'ai rencontré Marc lors d'un gala de charité à Paris. Il était grand, avec un sourire qui illuminait la pièce, et une ambition qui semblait pouvoir déplacer des montagnes. Il m'a tout de suite séduite par sa confiance et son humour. Marc était le fils unique de Claire et Bernard, un couple influent qui avait bâti une entreprise d'import-export de produits de luxe, vins fins, parfums, tissus précieux. Leur société, les Héritiers du Goût, était une institution, un nom qui inspirait le respect dans les cercles bourgeois. Quand Marc m'a demandé en mariage, 2 ans plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. J'étais amoureuse, éblouie par cet homme qui semblait tout avoir, l'intelligence, le charme, et une famille qui m'accueillait à bras ouverts. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Claire, ma belle-mère, avait cette prestance intimidante, une femme toujours impeccablement vêtue, avec un regard qui semblait tout analyser. Bernard, lui, était plus discret, un homme d'affaires pragmatique, mais avec une chaleur qui me mettait à l'aise. Ils m'ont intégré dans leur monde, et j'ai vite compris que mon rôle serait de soutenir Marc, de devenir l'épouse parfaite, celle qui organise les dîners, sourit aux clients, et maintient l'image impeccable de la famille. Nous avons eu un fils, Théo, qui a maintenant 16 ans. Théo est un garçon sensible, un peu rebelle, avec des yeux qui rappellent ceux de son père, mais un caractère bien à lui. Ces derniers temps, je le sens distant, enfermé dans son monde d'écouteurs et de jeux vidéo. Quand je lui pose des questions, il marmonne des réponses vagues, et je me demande si c'est juste l'adolescence ou quelque chose de plus profond. J'essaie de ne pas m'inquiéter, mais au fond de moi, une petite voix murmure que je perds le lien avec lui. Et ma meilleure amie, Sophie, est mon refuge. Elle est tout ce que je ne suis pas, spontanée, audacieuse, célibataire par choix, avec une carrière de graphiste qui l'a fait voyager. Sophie me pousse à sortir de ma coquille, à ne pas me contenter d'être la femme de Marc. Elle me répète souvent, « Élise, tu es plus qu'une épouse et une mère. Tu mérites de briller. » Ces mots me touchent, mais je les repousse souvent. Après tout, ma vie est confortable. Pourquoi tout remettre en question? Pourtant, ces derniers mois, quelque chose a changé. Marc est devenu distant. Lui qui était toujours si bavard, si plein d'énergie, semble préoccupé. Il passe des heures dans son bureau, au téléphone, ou à des réunions tardives. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il sourit, me serre dans ses bras et dit « Tout va bien, Élise. Juste du stress au travail. » Mais son sourire ne atteint pas ses yeux. Et puis, il y a Claire. Elle est plus présente que jamais, venant à la maison sans prévenir, critiquant mes choix de décoration ou la façon dont j'élève Théo. « Il faut que tu sois plus ferme avec lui, Élise, » me dit-elle, avec ce ton qui me fait me sentir petite. Bernard, lui, reste en retrait, mais je surprends parfois des regards entre lui et Marc, comme s'il partageait un secret que je ne peux pas comprendre. J'ai commencé à douter. Pas seulement de Marc, mais de moi-même. Suis-je encore la femme qu'il aime? Ai-je trop sacrifié pour cette famille? Ces questions tournent dans ma tête, mais je les repousse. Après tout, nous avons une vie que beaucoup envieraient. Une maison avec un jardin impeccablement entretenu, des vacances à Saint-Tropez, des dîners où l'on sert du champagne dans des flûtes en cristal. Mais au fond, je sens un vide.
Un vide que je ne peux pas expliquer. C'est Sophie qui m'a donné l'idée de surprendre Marc. J'étais censée partir pour un voyage professionnel à Bordeaux, un salon pour promouvoir les produits de l'entreprise. Mais le salon a été annulé à la dernière minute, et Sophie m'a convaincue de rentrer plus tôt. Fais quelque chose d'inattendu, Élise. Prépare un dîner, mets une belle robe, rappelle-lui pourquoi il est tombé amoureux de toi. Elle riait en disant ça, et son enthousiasme était contagieux. J'ai imaginé la scène, Marc, surpris, un sourire éclairant son visage, Claire et Bernard ravis de ce moment en famille. Peut-être même que Théo sortirait de sa chambre pour partager un repas avec nous. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée, ai-je demandé à Sophie, un peu hésitante, en sirotant un café dans son petit appartement du Marais. Élise, tu passes trop de temps à te poser des questions. Fais-le, c'est tout. Marc va adorer. Et puis, ça te fera du bien de reprendre les rênes. Elle avait raison. J'avais besoin de sentir que j'avais encore le contrôle, que je pouvais raviver la flamme dans mon mariage. Alors, j'ai réservé un train plus tôt, sans prévenir Marc. J'ai acheté des ingrédients pour préparer son plat préféré, un bœuf bourguignon, et j'ai même choisi une bouteille de vin de la collection personnelle de Bernard. Dans le train, je me sentais excitée, presque comme une adolescente. J'imaginais Marc me prenant dans ses bras, oubliant ses soucis, et nous riant ensemble comme avant. Mais il y avait aussi cette petite voix, celle qui me murmurait que quelque chose n'allait pas. Les appels tardifs de Marc, ses absences prolongées, les regards fuyants de Claire. Je secouais la tête pour chasser ces pensées. Tout va bien, me répétais-je. C'est juste le stress. En arrivant à la maison, le soleil se couchait, baignant le jardin d'une lumière dorée. La maison était silencieuse, presque trop. J'ai posé mes sacs dans l'entrée, ajusté ma robe, et appelé doucement, « Marc ? Théo ?» Pas de réponse. J'ai monté les escaliers, pensant que Marc était peut-être dans son bureau, comme souvent. La porte était entr'ouverte, et j'ai entendu des voix. Celle de Marc, tendue, et une autre, plus grave, que j'ai reconnue comme celle de Maître Dubois, l'avocat de la famille. J'ai poussé la porte, un sourire prêt à illuminer mon visage, prêt à dire « surprise ». Mais ce que j'ai vu m'a figé sur place. Marc, pâle, les traits tirés, se tenait debout près de son bureau, un dossier à la main. Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes rondes, feuilletait des papiers, l'air grave. Quand ils m'ont vu, Marc a sursauté, tentant de cacher le dossier sous une pile de documents. « Élise » a-t-il balbutié, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne sais pas pourquoi, mais les mots qui sont sortis de ma bouche étaient absurdes, presque mécaniques. « Bonsoir, je me présente. » J'ai senti mon cœur s'accélérer, mes jambes trembler. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. Et c'est là que j'ai aperçu, sur le bureau, un mot qui a tout changé, faillite. Le silence a envahi la pièce, et j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Le silence était si lourd qu'il semblait étouffer l'air autour de nous. Dans le bureau de Marc, la lumière tamisée de la lampe projetait des ombres sur son visage pâle. Maître Dubois, l'avocat de la famille, avait refermé le dossier qu'il tenait, mais pas assez vite pour que je manque le mot qui s'étalait en grosses lettres sur une page, faillite. Ce mot, si simple, si brutal, résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mon cœur battait à tout rompre, et pourtant, ma bouche avait lâché cette phrase absurde, « Bonsoir, je me présente. » Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux venaient de voir. « Élise, qu'est-ce que tu fais ici ?» a répété Marc, sa voix tremblante, presque accusatrice. Il s'était levé d'un bond, glissant le dossier sous une pile de documents, comme si ce geste maladroit pouvait effacer ce que j'avais vu. Maître Dubois, avec son air professionnel et ses lunettes rondes, a tout sauté, visiblement gêné. « Madame Lambert, je ne m'attendais pas à vous voir ce soir », a-t-il dit, tentant un sourire qui sonnait faux. Je suis rentré plus tôt, ai-je balbutié, mes yeux passant de Marc à l'avocat, puis au bureau encombré de papiers. J'avais prévu de vous faire une surprise. Un dîner. Ma voix s'éteignait à chaque mot, comme si je réalisais à quel point mon plan semblait ridicule face à ce que je venais de découvrir. Une surprise ? Quelle ironie !
C'était moi qui étais surprise, et pas de la manière dont je l'avais imaginé. Marc a contourné le bureau, s'approchant de moi, ses mains tendues comme pour m'apaiser. Élise, écoute, ce n'est pas le moment. On peut parler plus tard? Son ton était doux, mais il y avait une urgence dans ses yeux, une panique que je ne lui avais jamais vue. J'ai reculé d'un pas, instinctivement. Non, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire, faillite? Ma voix tremblait, mais je sentais une colère monter en moi, une colère que je ne savais même pas que je portais. Maître Dubois s'est raclé la gorge, jetant un regard à Marc comme pour demander la permission de parler. Élise, ce n'est pas aussi simple que ça, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. Pas simple? Notre entreprise, celle que tes parents ont bâtie, celle qui nous fait vivre, est en faillite, et tu dis que ce n'est pas simple. J'ai senti mes joues s'enflammer, mes mains trembler. Marc a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Élise, s'il te plaît, calme-toi. On va t'expliquer. Mais avant qu'il puisse continuer, la porte d'entrée a claqué en bas. Marc? Élise? La voix autoritaire de Claire, ma belle-mère, a résonné dans le couloir. Quelques secondes plus tard, elle est apparue dans l'embrasure de la porte, impeccablement vêtue d'un tailleur gris, ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait. Derrière elle, Bernard, son mari, semblait plus fatigué que d'habitude, ses épaules voûtées. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Claire, son regard perçant passant de moi à Marc, puis à Maître Dubois. Élise a vu, les documents, a murmuré Marc, presque comme s'il confessait un crime. Le visage de Claire s'est figé, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Oh, Élise » a-t-elle dit, avec ce ton condescendant qui me donnait toujours l'impression d'être une enfant. « Tu n'étais pas censée être là ce soir. » Cette phrase m'a frappée comme une gifle. Pas censée être là? Dans ma propre maison? Dans la vie de mon mari? J'ai senti une vague de trahison m'envahir. Alors, quoi? Vous me cachez tous quelque chose? Depuis combien de temps? Ma voix était montée d'un ton, et je me suis tournée vers Marc. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que l'entreprise était en train de couler, et tu ne m'as rien dit. Marc a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Maître Dubois a pris la parole, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Madame Lambert, il s'agit d'une situation complexe. Les dettes se sont accumulées, et... Accumulées comment? L'ai-je interrompu, ma voix tremblante de rage. Cette entreprise, c'est tout ce que nous avons. C'est notre avenir, celui de Théo. Comment avez-vous pu laisser ça arriver? Je me suis tournée vers Claire et Bernard, attendant une réponse, mais ils sont restés silencieux. Bernard a détourné le regard, fixant le sol comme s'il pouvait y trouver une échappatoire. Claire, elle, a redressé les épaules, son regard glacial fixé sur moi. Élise, tu dramatises. Nous faisons tout pour protéger l'entreprise. Ce n'est pas le moment de faire une scène. Sa voix était calme, mais il y avait une menace sous-jacente, comme si elle me reprochait d'avoir osé poser des questions. Une scène, ai-je répété, incrédule. Claire, c'est ma vie aussi. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais je les ai ravalées. Pas question de leur montrer ma faiblesse. Pas maintenant. Marc a enfin pris la parole, sa voix basse, presque suppliante. Élise, je voulais t'en parler. Mais je ne savais pas comment. Je ne voulais pas t'inquiéter. Il a fait un pas vers moi, mais je l'ai arrêté d'un geste de la main. Ne pas m'inquiéter? Marc, tu m'as menti. Pendant combien de temps? Des semaines? Des mois? Il n'a pas répondu, et ce silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. J'ai senti mon cœur se serrer, comme si une main invisible l'écrasait. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, notre mariage, notre stabilité, notre avenir semblait s'effondrer sous mes pieds. J'ai regardé autour de moi, le bureau impeccablement rangé, les photos de famille sur les étagères, les diplômes encadrés de Marc et Bernard. Tout ça n'était qu'une façade, n'est-ce pas? Une belle illusion qui cachait un désastre. Je veux voir les documents, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Marc a secoué la tête. Élise, ce n'est pas nécessaire.
On gère la situation. On, ai-je rétorqué, amer. Qui, on? Toi, tes parents, maître Dubois? Et moi, je suis quoi dans tout ça? Une spectatrice? J'ai fait un pas vers le bureau, prête à saisir le dossier, mais Claire s'est interposée, rapide comme l'éclair point. Élise, ça suffit. Tu es fatiguée, tu as voyagé. Va te reposer, nous parlerons demain. Son ton était celui d'une mère grondant un enfant désobéissant. J'ai senti une rage bouillir en moi, mais avant que je puisse répondre, Bernard a pris la parole pour la première fois. Élise, écoute Claire. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Nous allons trouver une solution. Sa voix était douce, presque apaisante, mais il y avait quelque chose dans son regard, une ombre que je n'arrivais pas à déchiffrer. Était-ce de la culpabilité? De la peur? J'ai secoué la tête, incapable d'accepter leurs excuses. Non. Je veux la vérité. Toute la vérité. Mais personne n'a bougé. Le silence est revenu, plus oppressant que jamais. J'ai regardé Marc, espérant voir dans ses yeux l'homme que j'avais aimé, celui qui m'avait promis une vie à deux, sans secret. Mais tout ce que j'ai vu, c'était un étranger. Je suis sorti du bureau sans un mot, mes jambes tremblantes, mon esprit en ébullition. En montant dans notre chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis laissé glisser contre le mur, les larmes coulant enfin librement. Comment avais-je pu être si naïve? Pendant des mois, j'avais ignoré les signes, les appels tardifs, les réunions secrètes, les regards furtifs entre Marc et ses parents. J'avais cru que c'était le stress, la pression de l'entreprise. Mais maintenant, je savais qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Allongé sur notre lit, j'ai fixé le plafond, essayant de rassembler mes pensées. L'entreprise était en faillite. Notre avenir, celui de Théo, était en danger. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était le mensonge. Marc m'avait exclu, comme si je n'étais pas digne de partager ses fardeaux. Et Claire, son attitude, son mépris à peine voilé, me donnait l'impression d'être une étrangère dans ma propre famille. J'ai repensé à Théo. Où était-il ce soir? Probablement dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, ignorant le chaos qui se déroulait en bas. Devais-je lui parler? Lui dire la vérité? Non, pas encore. Il était trop jeune, trop fragile. Mais une partie de moi se demandait s'il savait déjà quelque chose. Ces derniers temps, il était si distant, si renfermé. Et si lui aussi me cachait des choses, le sommeil ne venait pas. À un moment, j'ai entendu des pas dans le couloir, puis la voix étouffée de Marc parlant à quelqu'un. Claire, probablement. Je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas les affronter, pas maintenant. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Si Marc et ses parents pensaient pouvoir me tenir à l'écart, ils se trompaient. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Demain, je fouillerai le bureau de Marc. Je trouverai ses documents, je lirai chaque ligne, chaque chiffre. Et s'il y avait autre chose, d'autres secrets, d'autres mensonges, je les mettrais au jour. Parce que cette maison, cette famille, cette vie, c'était aussi la mienne. Et personne n'allait me voler ça sans que je me batte. En fermant les yeux, j'ai senti une détermination nouvelle naître en moi. Ce n'était que le début. Le début d'une tempête que je n'avais pas vue venir, mais que j'étais prête à affronter. La nuit qui a suivi cette confrontation dans le bureau de Marc a été une des plus longues de ma vie. Allongé dans notre lit, les yeux fixés sur les ombres dansantes du plafond, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Le mot faillite résonnait encore dans ma tête, comme une cloche funèbre annonçant la fin de tout ce que j'avais construit. Mais ce n'était pas seulement la chute de l'entreprise qui me hantait. C'était le silence de Marc, ses regards fuyants, l'attitude froide de Claire, et cette étrange complicité entre tous, comme si j'étais la seule à ne pas faire partie de leur secret. Je me sentais trahie, exclue de ma propre veille. À petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester passive, à attendre que Marc ou ses parents daignent me dire la vérité. Si je voulais comprendre ce qui se passait, je devais agir. Fouiller, poser des questions, chercher des réponses. Cette pensée m'a donné un regain d'énergie, une sorte de colère froide qui m'a poussé à me lever. J'ai enfilé un pull et je suis descendue au rez-de-chaussée,
bien décidé à commencer par le bureau de Marc. Et la maison était silencieuse, presque oppressante. Théo dormait encore, et Marc, qui avait passé la nuit sur le canapé du salon, n'était pas là quand je suis passé devant. Peut-être était-il sorti tôt, ou peut-être évitait-il simplement une nouvelle confrontation. Peu importait. J'avais besoin de réponses, et je les trouverais seul. Le bureau de Marc était tel que je l'avais laissé la veille, les piles de documents, l'ordinateur fermé, les photos de famille alignées sur l'étagère. J'ai hésité un instant, le cœur battant. Fouiller dans les affaires de mon mari, c'était comme trahir une promesse implicite. Mais n'était-ce pas lui qui m'avait trahi en premier? J'ai ouvert le premier tiroir, puis le deuxième, fouillant à travers des factures, des contrats, des notes manuscrites. Rien d'anormal à première vue, jusqu'à ce que je tombe sur un relevé bancaire datant de quelques semaines. Les chiffres étaient vertigineux, des retraits massifs, des transferts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Mon estomac s'est noué. Où était passé cet argent? Et pourquoi Marc ne m'en avait-il jamais parlé? J'ai continué à fouiller, mes mains tremblantes, quand un autre document a attiré mon attention, une lettre d'un créancier, menaçante, réclamant le remboursement immédiat d'une dette colossale. Les mots « saisie » et « liquidation » dansaient devant mes yeux, me donnant le vertige. Comment l'entreprise, les héritiers du goût, si prestigieuse, si respectée, avait-elle pu en arriver là? J'ai refermé le tiroir, le souffle court, quand quelque chose est tombé sur le sol. Une enveloppe jaunie, glissée entre deux dossiers. À l'intérieur, une photo. C'était une femme, probablement dans la trentaine, souriante, avec des cheveux châtains et des yeux pétillants. Elle posait devant un café parisien, un foulard noué autour du cou. Au dos de la photo, une inscription manuscrite, Camille, mai 2025. Mon cœur s'est arrêté. Qui était cette femme? Pourquoi Marc gardait-il sa photo cachée dans son bureau? Une pensée atroce m'a traversé l'esprit, une maîtresse. Était-ce possible? Marc, l'homme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie, celui qui m'avait juré fidélité, pouvait-il me tromper? J'ai glissé la photo dans ma poche, incapable de la regarder plus longtemps. J'avais besoin d'air, de parler à quelqu'un. J'ai appelé Sophie, ma meilleure amie, celle qui savait toujours trouver les mots pour me ramener à la raison. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix enjouée contrastant avec mon désespoir. Élise. Alors, comment s'est passée ta surprise? Marc a adoré, non? J'ai éclaté en sanglots, incapable de me retenir. Sophie, tout va mal. L'entreprise est en faillite. Marc m'a menti. Ils m'ont tous menti. Les mots sortaient en désordre, entrecoupés de larmes. Sophie m'a écouté en silence, puis m'a dit, avec cette fermeté qui la caractérise, « Élise, viens chez moi. Tout de suite. On va parler. » 1 heure plus tard, j'étais dans son petit appartement du Marais, une tasse de thé brûlante entre les mains. Sophie, avec ses cheveux en bataille et son regard perçant, m'a écouté raconter toute l'histoire, la scène dans le bureau, le mot faillite, l'attitude de Claire, la photo de cette mystérieuse Camille. Quand j'ai fini, elle a froncé les sourcils. Élise, il faut que tu confrontes Marc. Directement. Pas de demi-mesure. Et cette photo, tu dois découvrir qui est cette femme. Tu crois qu'il me trompe, ai-je murmuré, la gorge nouée. Sophie a hésité, puis a posé sa main sur la mienne. Je ne sais pas, Élise. Mais ce que je sais, c'est que tu mérites la vérité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Elle avait raison, bien sûr. Mais l'idée de confronter Marc, de lui montrer la photo, me terrifiait. Et si c'était vrai? Et si notre mariage, déjà fragilisé par ces mensonges, s'effondrait complètement? Pourtant, je savais que je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Théo dans la cuisine, en train de grignoter un sandwich. Il m'a à peine regardé, ses écouteurs vissés sur les oreilles. Théo, on peut parler? Ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. Il a haussé les épaules, marmonnant un « ouais », plus tard. J'ai insisté. Théo, c'est important. Tu as remarqué quelque chose d'étrange avec papa? Ou avec l'entreprise? Il a levé les yeux, et pendant un instant,
j'ai cru voir une lueur de malaise dans son regard. Non, rien. Pourquoi? Sa réponse était trop rapide, trop évasive. J'ai senti mon cœur se serrer. Théo savait quelque chose, j'en étais sûre. Mais avant que je puisse insister, il s'est levé et a disparu dans sa chambre, me laissant seule avec mes doutes. L'après-midi a été marqué par une nouvelle visite de Claire. Elle est arrivée sans prévenir, comme à son habitude, vêtue d'un manteau en cachemire qui semblait crier son statut. « Élise, il faut qu'on parle », a-t-elle déclaré, s'installant dans le salon sans y être invitée. J'ai pris une grande inspiration, prête à l'affronter. « Claire, je veux la vérité sur l'entreprise. Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Elle a soupiré, comme si ma question était une perte de temps. « Élise, tu es trop émotive. Marc fait tout ce qu'il peut pour sauver l'entreprise. Tu devrais le soutenir, pas lui compliquer les choses. » Ces mots étaient comme des aiguilles, piquant ma fierté. Le soutenir? Comment, Claire? En restant dans l'ignorance? En faisant semblant que tout va bien? Elle m'a fixé, ses yeux perçants comme ceux d'un prédateur. Tu es sa femme, Élise. Ton rôle est de tenir cette maison, pas de fouiller dans des affaires que tu ne comprends pas. J'ai senti la colère monter, mais avant que je puisse répondre, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Madame Lambert? La voix était basse, presque un murmure. Si vous voulez la vérité, cherchez du côté de l'héritage de Bernard. Un clic, et la ligne s'est coupée. J'ai senti un frisson me parcourir. Qui était-ce? Comment connaissait-il mon nom? Et que signifiait cet appel? Claire, qui avait entendu la fin de la conversation, a froncé les sourcils. Qui était-ce? Personne, ai-je menti, mon esprit en ébullition. L'héritage de Bernard? Était-ce lié à la faillite? À la photo de Camille? J'ai regardé Claire, cherchant un indice dans son expression, mais elle s'est contentée de hausser les épaules et de changer de sujet. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai sorti la photo de Camille de ma poche. Je l'ai étudiée, cherchant des réponses dans son sourire, dans ses yeux. Était-elle une menace pour mon mariage? Une pièce du puzzle que Marc et ses parents me cachaient? Et cet appel anonyme, était-ce un avertissement, ou une manipulation? Une chose était sûre, les secrets s'accumulaient, et je ne pouvais plus me permettre de rester dans l'ombre. J'ai pris une décision. Demain, je fouillerai plus loin. Je trouverai des réponses sur cet héritage, sur Camille, sur tout ce que Marc et sa famille me cachaient. Parce que si j'avais appris une chose ces dernières heures, c'était que ma vie, celle que je croyais si parfaite, reposait sur des mensonges. Et j'étais prête à tout pour découvrir la vérité, même si cela signifiait tout perdre. L'appel anonyme résonnait encore dans ma tête, comme un écho obsédant. Chercher du côté de l'héritage de Bernard. Ces mots, prononcés par une voix inconnue, avaient planté une graine d'angoisse dans mon esprit, une graine qui poussait à chaque instant, enroulant ses racines autour de mes pensées. Qui était cette personne? Et pourquoi l'héritage de Bernard, mon beau-père, semblait-il si crucial? Depuis la découverte de la photo de Camille, cette femme mystérieuse au sourire énigmatique, je ne pouvais plus ignorer les fissures dans ma vie. L'entreprise en faillite, les mensonges de Marc, l'attitude glaciale de Claire, tout convergeait vers un secret plus grand, plus sombre, que je devais déterrer. Ce matin-là, après une nuit agitée, j'ai attendu que la maison soit vide. Marc était parti tôt, soi-disant pour une réunion avec Maître Dubois. Claire et Bernard étaient chez eux, à quelques kilomètres, et Théo était au lycée, du moins je l'espérais. La maison, d'ordinaire si chaleureuse avec ses meubles en chêne et ses rideaux en lin, me semblait étrangère, presque menaçante. Je me suis dirigée vers le bureau de Marc, déterminée à trouver des réponses. L'appel anonyme mentionnait l'héritage de Bernard, et je savais que Marc gardait des documents sensibles dans ce bureau. Si quelque chose était caché, c'était là que je le trouverais. J'ai commencé à fouiller méthodiquement, ouvrant chaque tiroir, chaque dossier, examinant chaque papier. Les factures, les contrats, les relevés bancaires, rien de nouveau, jusqu'à ce que je remarque une anomalie dans le mur derrière l'étagère. Une légère différence dans la texture, comme si le panneau était mal aligné. Mon cœur s'est accéléré. J'ai poussé l'étagère, non sans effort,
et découvert une petite porte métallique encastrée dans le mur. Un coffre-fort. Comment avais-je pu vivre dans cette maison pendant 15 ans sans jamais le remarquer? Il n'y avait pas de serrure à combinaison, mais un cadenas à clé. J'ai fouillé frénétiquement le bureau, renversant des stylos et des dossiers, jusqu'à ce que je trouve une petite clé cachée sous une boîte à cigares, un objet que Mark n'utilisait jamais. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, une pile de documents, des enveloppes scellées, et un dossier marqué « Testament Bernard Lambert ». J'ai hésité. Était-ce une violation trop grande? Mais la voix anonyme, la photo de Camille, les mensonges de Mark, tout me poussait à continuer. J'ai ouvert le dossier. C'était un testament, daté de quelques mois seulement. Les mots dansaient devant mes yeux, mais une phrase m'a frappé comme un coup de poignard. À ma fille, Camille Delacroix, je lègue la moitié de mes biens, y compris ma part dans les héritiers du goût. Camille. La femme de la photo. Une fille? Bernard avait une fille? J'ai relu le document, cherchant une erreur, mais tout était clair. Le testament déshéritait partiellement Théo, notre fils, au profit de cette Camille. Mon souffle s'est coupé. Était-ce la raison de la faillite? Était-ce pour elle que l'entreprise s'effondrait? J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Mark était rentré. Sans réfléchir, j'ai glissé le testament dans mon sac, refermé le coffre, et repositionné l'étagère. Quand Mark est entré dans le bureau, j'étais assise à son fauteuil, la photo de Camille posée bien en évidence sur le bureau. Son visage s'est décomposé. Élise, où as-tu trouvé ça? Qui est-elle, Mark? Ma voix était calme, mais chaque mot vibrait de colère contenue. Et ne me mens pas. J'en ai assez de tes secrets. Il a hésité, ses yeux passant de la photo à moi, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais il n'y en avait pas, c'est Camille, a-t-il murmuré enfin. Ma demi-sœur. Le monde s'est arrêté. Ta demi-sœur, ai-je répété, incrédule. Depuis quand as-tu une demi-sœur? Et pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Mark s'est assis lourdement, passant une main sur son visage. C'est compliqué, Élise. Mon père, il a eu une liaison, il y a des années. Avant ma naissance. Camille est le résultat. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. Bernard, cet homme discret, presque effacé, avait une fille cachée? Et Claire? Savait-elle? Continue, ai-je dit, ma voix tremblante. Mark a soupiré, comme si chaque mot lui coûtait. Papa a toujours soutenu Camille financièrement. Une maison, des études, une vie confortable. Mais il y a quelques années, elle a commencé à demander plus. Beaucoup plus. L'entreprise a dû emprunter pour couvrir ses dépenses. C'est là que tout a commencé à déraper. Je l'ai fixée, abasourdie. Tu veux dire que la faillite, c'est à cause d'elle? À cause de cette Camille? Mark a hoché la tête, évitant mon regard. En partie, oui. Mais ce n'est pas sa faute. Papa voulait protéger son secret. Maman, elle a insisté pour qu'on garde le silence, même envers toi. Claire savait, ai-je hurlé, incapable de me contenir. La trahison était totale. Non seulement Mark m'avait menti, mais Claire, cette femme qui me traitait comme une étrangère dans ma propre maison, avait orchestré ce silence. Comment as-tu pu me faire ça, Mark? 15 ans de mariage, et tu choisis de protéger ta mère plutôt que moi? Avant qu'il puisse répondre, la porte s'est ouverte à nouveau. Claire et Bernard étaient là, comme s'ils avaient senti que leur secret était sur le point d'éclater. Claire a jeté un regard à la photo sur le bureau, et son expression s'est durcie. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, son ton glacial point. « Ce que je fais, ai-je rétorqué, brandissant le testament que j'avais sorti de mon sac. « Je découvre que vous m'avez tous menti. Une demi-sœur? Un testament qui déshérite mon fils? Et l'entreprise, ruinée pour financer cette femme? » Ma voix tremblait, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Vous m'avez laissé dans l'ignorance, comme si je n'étais rien. Claire a fait un pas vers moi, son regard brûlant de colère. Tu es hystérique, Élise. Tu ne comprends rien aux affaires de cette famille. Ton rôle est de soutenir Mark,
pas de fouiller dans des choses qui ne te concernent pas. Qui ne me concernent pas, ai-je crié, les larmes aux yeux. C'est ma famille aussi. Théo est mon fils, et vous lui volez son avenir. Bernard a tenté de s'interposer, sa voix douce mais tremblante. Élise, calme-toi. Nous pouvons tout expliquer. Mais avant qu'il puisse continuer, une voix a retenti depuis l'escalier. Qu'est-ce qui se passe ici? Théo se tenait là, son sac à dos sur l'épaule, les yeux écarquillés. Il avait entendu tout. Théo, va dans ta chambre, ai-je dit, paniqué, mais il m'a ignoré, fixant Marc avec une colère que je ne lui avais jamais vue point. C'est vrai, a-t-il demandé, sa voix brisée. Vous avez donné l'argent de l'entreprise à quelqu'un d'autre? À une demi-sœur? Marc a blêmi. Théo, ce n'est pas ce que tu crois. Mais Théo ne l'a pas laissé finir. Je vous déteste. Tous, a-t-il hurlé, avant de tourner les talons et de courir vers la porte d'entrée. J'ai crié son nom, mais il était déjà dehors, disparaissant dans la nuit. J'ai voulu le suivre, mais Claire m'a attrapé le bras. Laisse-le, Élise. Il reviendra quand il se sera calmé. J'ai arraché mon bras de son emprise, la fureur me consumant. Ne me touche pas, ai-je sifflé. C'est votre faute. Tout ça, c'est votre faute. J'ai regardé Marc, espérant un signe, une parole, quelque chose qui me rappellerait l'homme que j'aimais. Mais il restait là, silencieux, brisé. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti, courant dans la rue, criant le nom de Théo. Les larmes brouillaient ma vue, et la panique m'étouffait. Mon fils, mon bébé, était quelque part dehors, blessé, seul. Et moi, j'étais au bord du gouffre, déchiré entre la rage contre Marc et sa famille, et la peur de perdre tout ce qui comptait pour moi. Où était Théo? Comment allais-je le retrouver? Et surtout, comment allais-je survivre à cette trahison, à ce secret qui avait brisé ma famille? La nuit était froide, impitoyable, et je savais que ce moment marquerait un tournant. Rien ne serait plus jamais pareil. La nuit était d'un noir d'encre, et le froid mordait ma peau alors que je courais dans les rues de notre quartier, criant le nom de Théo. Mes larmes se mêlaient à la pluie fine qui avait commencé à tomber, et chaque pas me semblait plus lourd, comme si le poids de la vérité que je venais de découvrir m'écrasait. Théo, mon fils, mon unique lumière dans ce chaos, s'était enfui après avoir entendu l'horrible vérité. Son père et ses grands-parents lui avaient caché l'existence d'une demi-tante, Camille, et l'entreprise familiale, celle qui devait assurer son avenir, s'effondrait sous le poids de secrets et de dettes. J'avais l'impression que ma vie entière s'effilochait, fil par fil, et que je n'avais plus la force de retenir quoi que ce soit. J'ai appelé Théo sur son portable, encore et encore, mais il ne répondait pas. Chaque sonnerie sans réponse était comme un coup de poignard. Où pouvait-il être? Il était 16 ans, impulsif, blessé, et seul dans la nuit. J'ai pensé à appeler la police, mais quelque chose m'a retenu. Théo n'était pas un fugueur, pas vraiment. Il devait être quelque part où il se sentait en sécurité. Et puis, une idée m'a frappée, Sophie. Ma meilleure amie, celle qui avait toujours été là pour moi, et qui avait un lien particulier avec Théo. Il l'adorait, même s'il ne l'admettait jamais. J'ai couru jusqu'à ma voiture, ignorant la pluie qui trempait mes vêtements, et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Sophie dans le Marais. En chemin, j'ai repensé à la dispute dans le bureau, aux mots cinglants de Claire, à la confession de Marc, à la douleur dans les yeux de Théo. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma famille, celle que je croyais solide comme un roc, avait-elle pu s'effondrer en une seule soirée? Quand Sophie a ouvert la porte, son visage s'est décomposé en me voyant, trempé et en larmes. Élise, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un bruit à l'intérieur. Théo. Il était là, assis sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, le regard fixé sur le sol. Théo, ai-je crié, courant vers lui. Il a levé les yeux, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me repousser. Mais il s'est levé et m'a serré dans ses bras, si fort que j'ai senti son cœur battre contre le mien. Maman, pourquoi ils ont fait ça, a-t-il murmuré, sa voix brisée. Pourquoi ils m'ont menti? J'ai caressé ses cheveux, cherchant des mots qui pourraient apaiser sa douleur, mais je n'en avais pas. Je ne sais pas, mon chéri. Mais je te promets qu'on va trouver des réponses.
ensemble. Sophie nous a préparé du thé, et nous nous sommes assis tous les trois dans son petit salon encombré de toiles et de carnets de croquis. Théo m'a raconté ce qu'il savait, des bribes qu'il avait entendues au fil des mois, des conversations chuchotées entre Marc et Claire, des appels mystérieux, des tensions qu'il n'avait pas comprises. J'ai entendu papa parler d'une femme, une fois, a-t-il dit, hésitant. Il a dit qu'elle demandait trop, que ça ruinait tout. Je pensais qu'il parlait d'une cliente, mais, c'était elle, n'est-ce pas? Camille? J'ai hoché la tête, la photo de Camille brûlant dans ma poche. Oui, Théo. C'est elle. J'ai sorti la photo et la lui ai montrée. Il l'a regardée longuement, comme s'il cherchait à comprendre qui était cette femme qui avait bouleversé notre vie. On doit la rencontrer, a-t-il dit soudain, avec une détermination qui m'a surprise. On doit savoir qui elle est, et pourquoi elle a pris notre argent. J'ai hésité. Rencontrer Camille? L'idée me terrifiait. Et si elle était tout ce que je craignais, une manipulatrice, une menace pour ma famille? Mais Théo avait raison. Si nous voulions comprendre, si nous voulions avancer, nous devions affronter la vérité, même si elle était douloureuse. D'accord, ai-je dit enfin. On va la trouver. Le lendemain, j'ai contacté Maître Dubois, l'avocat de la famille. Il était réticent au début, mais sous la pression, il m'a donné une adresse, celle de Camille, à Montmartre. J'ai convaincu Théo de m'accompagner, bien que Sophie ait proposé de venir avec nous. C'est une affaire de famille, lui ai-je dit, reconnaissante pour son soutien mais déterminée à affronter cela avec mon fils. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble de Camille, un bâtiment modeste mais charmant, j'ai senti mon cœur se serrer. Théo tenait ma main, comme lorsqu'il était petit, et ce geste m'a donné du courage. J'ai sonné, et après un moment qui m'a semblé une éternité, la porte s'est ouverte. Camille était là, devant nous. Elle ressemblait à la photo, mais en plus réel, plus humain. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient fatigués, presque en tépoins. « Vous êtes Élise, n'est-ce pas » a-t-elle dit, sa voix douce mais teintée d'appréhension. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Et toi, tu dois être Théo. Entrez, je vous en prie. » Elle nous a conduits dans un petit salon, décoré avec simplicité mais goût. Une théière fumait sur la table, et l'odeur de lavande flottait dans l'air. Camille s'est assise en face de nous, ses mains serrées sur ses genoux. « Je suppose que vous êtes là à cause de tout ça » a-t-elle commencé, son regard fuyant. Je ne sais pas par où commencer. J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis forcée à rester calme. Commence par le début, ai-je dit. Qui es-tu, et pourquoi l'entreprise de ma famille s'effondre à cause de toi? Elle a pris une grande inspiration, comme si elle portait un poids immense. Je suis la fille de Bernard. D'une liaison qu'il a eue avant son mariage avec Claire. J'ai grandi sans vraiment connaître mon père. Il envoyait de l'argent, parfois des lettres, mais je ne l'ai rencontré que rarement. Il y a quelques années, il m'a contacté. Il voulait réparer, je suppose. Il m'a donné une maison, payé mes études. Mais je n'ai jamais demandé tout cet argent. Théo a froncé les sourcils. Alors pourquoi l'entreprise est en faillite? Pourquoi papa disait que tu demandais trop? Camille a baissé les yeux, et j'ai vu des larmes briller. Bernard a commencé à emprunter pour me donner plus, sans que je le sache. Il disait que c'était son devoir, qu'il me devait une vie meilleure. Mais je ne savais pas que ça ruinait l'entreprise. Quand j'ai compris, j'ai essayé de refuser, mais il insistait. Et Claire, elle m'a menacée, disant que si je parlais, elle détruirait ma vie. J'ai senti un frisson me parcourir. Claire, encore elle. Cette femme qui m'avait toujours regardée de haut, qui m'avait exclue, avait manipulé tout le monde pour protéger son secret. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt, ai-je demandé, ma voix tremblante. Camille a secoué la tête. J'avais peur. Peur de Bernard, de Claire, de ce que ça ferait à votre famille. Théo s'est levé, furieux. Et nous, alors? Tu savais qu'on perdait tout, et tu n'as rien dit? J'ai posé une main sur son bras, le calmant. Camille semblait sincère, mais j'étais déchirée. Était-elle une victime, comme elle le prétendait, ou une manipulatrice?
Pourtant, en regardant ses yeux, je voyais une douleur qui faisait écho à la mienne. Dès le retour à la maison, j'ai confronté Marc une dernière fois. Il était dans le salon, les traits tirés, un verre de whisky à la main. J'ai rencontré Camille, ai-je dit, sans préambule. Il a sursauté, renversant un peu de liquide sur la table. Élise, Non, Marc. Plus de mensonges. Je lui ai raconté tout ce que Camille m'avait dit, le testament, les dettes, les menaces de Claire. Il a baissé la tête, coupable. Je voulais te protéger, Élise. Maman m'a convaincue que c'était mieux ainsi. Mais je me rends compte maintenant, j'ai tout gâché. Pour la première fois, j'ai vu l'homme que j'avais aimé, vulnérable, brisé. On peut encore sauver quelque chose, a-t-il ajouté. Avec Maître Dubois, on peut vendre des actifs, restructurer les dettes. Ce ne sera plus comme avant, mais on peut essayer. J'ai hoché la tête, épuisé. Et nous, Marc? Qu'est-ce qu'on devient? Il n'a pas répondu, et ce silence m'a brisé le cœur. J'ai pris une décision difficile. Je vais partir, Marc. Pas pour toujours, mais j'ai besoin de temps. Pour Théo, pour moi. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Ce soir-là, j'ai emballé quelques affaires et je suis partie avec Théo chez Sophie. En regardant mon fils dormir sur le canapé, je me suis sentie à la fois brisée et plus forte que jamais. Nous avions affronté la vérité, et même si elle était douloureuse, elle nous avait rapprochés. L'entreprise pouvait peut-être être sauvée, mais ma vie, mon mariage, mon avenir, tout restait incertain. Pourtant, pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Théo et moi allions nous battre, ensemble, pour reconstruire ce qui avait été brisé. Quelques mois ont passé depuis cette nuit où ma vie a basculé, depuis ce moment où j'ai découvert la vérité sur l'entreprise, sur Camille, sur les mensonges qui avaient tissé une toile autour de ma famille. Ces mois ont été un tourbillon d'émotions, un mélange de douleur, de colère, mais aussi, contre toute attente, de reconstruction. Assise dans le petit salon de Sophie, une tasse de café fumant entre les mains, je prends le temps de regarder en arrière, de comprendre comment j'en suis arrivée là, et surtout, comment j'ai trouvé la force de me relever. Après avoir quitté la maison avec Théo, j'ai passé plusieurs semaines chez Sophie, dans son appartement du Marais qui sentait toujours la peinture et la liberté. Ces semaines ont été un refuge, un endroit où je pouvais respirer, loin des regards accusateurs de Claire et de la culpabilité silencieuse de Marc. Théo, lui, a trouvé un certain réconfort dans cette nouvelle routine. Sophie, avec son rire contagieux et son énergie débordante, a su l'apaiser, lui offrant des moments de légèreté qu'il n'avait pas connus depuis longtemps. Un soir, je l'ai surpris en train de dessiner avec elle, un sourire timide sur le visage, et j'ai senti une chaleur dans mon cœur. Mon fils, malgré tout, commençait à se retrouver. Mais la douleur était encore là, tapie dans l'ombre. Chaque nuit, je repensais à Marc, à notre mariage, à ces 15 années où j'avais cru que nous étions unis, invincibles. Comment avais-je pu être si aveugle? Les signes étaient là, ces absences, ces silences, les réunions secrètes avec Claire. Mais j'avais choisi de les ignorer, de me convaincre que tout allait bien. Et puis, il y avait Camille, cette demi-sœur dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, et qui, d'une certaine manière, avait bouleversé notre vie. J'ai fini par accepter de rencontrer Camille à nouveau, cette fois seule, sans Théo. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de Montmartre, un endroit discret où les gens semblaient trop absorbés par leurs propres histoires pour prêter attention à la nôtre. Camille était nerveuse, triturant la anse de sa tasse. « Élise, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu faire de mal à ta famille, » a-t-elle dit, ses yeux cherchant les miens. Quand j'ai compris ce que Bernard faisait, j'ai essayé de l'arrêter. Mais il était obstiné. J'ai hoché la tête, écoutant son histoire. Elle m'a raconté son enfance, marquée par l'absence d'un père qu'elle ne voyait qu'en secret, par la honte que sa mère portait comme un fardeau. J'ai toujours su que j'étais un secret, Élise. Mais je ne voulais pas être une menace. Sa voix était sincère, et pour la première fois, j'ai vu en elle non pas une ennemie, mais une femme blessée, tout comme moi. Je crois que Bernard voulait se racheter, mais il s'y est mal pris, ai-je murmuré, surprise par ma propre compassion. Cette conversation a marqué un tournant.
J'ai réalisé que Camille n'était pas la cause de nos problèmes, mais une victime de choix que Bernard et Claire avaient fait des années plus tôt. J'ai décidé de maintenir un contact prudent avec elle, non pas par amitié, mais par respect. Elle faisait partie de cette histoire, qu'on le veuille ou non, et je refusais de la haïr pour des fautes qui n'étaient pas les siennes. Pendant ce temps, Marc et moi avons entamé une thérapie de couple. Les premières séances étaient douloureuses, presque insupportables. Assis face à face dans le cabinet de la thérapeute, nous nous regardions comme deux étrangers. Marc parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient empreints de regret. « Je t'ai fait du mal, Élise. J'ai cru que te protéger, c'était te tenir à l'écart. Mais j'ai eu tort. » Ces paroles, bien qu'honnêtes, ne suffisaient pas à effacer la blessure. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas en quelques semaines. Pourtant, je voyais qu'il essayait. Il passait plus de temps avec Théo, tentant de reconstruire leur lien, et il collaborait avec Maître Dubois pour sauver ce qui restait de l'entreprise. L'entreprise, les héritiers du goût, a survécu, mais à une échelle bien plus modeste. Marc et Bernard ont vendu plusieurs actifs des entrepôts, des contrats moins rentables pour rembourser les dettes les plus urgentes. L'entreprise ne serait plus jamais le fleuron qu'elle avait été, mais elle continuait d'exister, un symbole de résilience, peut-être. Je m'étais impliquée dans ces démarches, non pas pour Marc, mais pour Théo. Je voulais qu'il ait quelque chose à quoi se raccrocher, un héritage, même diminué. Claire, elle, s'était retirée. Après la confrontation dans le bureau, elle avait tenté de maintenir son emprise, me reprochant d'avoir détruit l'unité familiale. Mais la vérité, une fois révélée, avait brisé son armure. La nouvelle de l'existence de Camille s'était répandue, murmurée dans les cercles bourgeois où les Lambert étaient autrefois si respectés. Claire, incapable de supporter cette humiliation, s'était isolée dans leur maison de campagne. Bernard, lui, semblait plus léger, comme si le poids de son secret s'était enfin dissipé. Il m'a appelé un jour, s'excusant pour tout. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Élise. Ni Théo. » J'ai accepté ses excuses, mais je savais que notre relation ne serait plus jamais la même. Théo, lui, s'épanouissait à nouveau. Il avait repris ses cours, retrouvé ses amis, et même commencé à parler de ses projets pour l'université. Un soir, alors que nous dînions chez Sophie, il m'a pris la main et m'a dit « Maman, je suis fière de toi. Tu n'as pas abandonné. » Ces mots, simples mais sincères, ont été comme un baume sur mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais une bonne mère, une femme capable de surmonter les tempêtes. Mais mon mariage restait une question en suspens. Les séances de thérapie avec Marc nous avaient aidés à communiquer, à poser des mots sur nos blessures, mais la plaie était encore vive. Je l'aimais, d'une certaine manière, mais cet amour était entaché par la trahison. Je lui avais dit, lors d'une séance, que j'avais besoin de temps. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Marc. » « Pas encore. » Il avait hoché la tête, acceptant ma décision avec une tristesse silencieuse. Un après-midi, alors que je marchais seule dans le jardin de notre maison, celle où je n'habitais plus mais que je visitais parfois, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La faillite, les secrets, la douleur, tout cela m'avait forcé à regarder en moi, à découvrir une force que je ne soupçonnais pas. J'avais cru que ma vie dépendait de Marc, de l'entreprise, de l'image parfaite que nous projetions. Mais j'avais appris que ma vraie force résidait en moi, dans ma capacité à me relever, à protéger Théo, à affronter la vérité, même quand elle faisait mal. J'ai repensé à une phrase que Sophie m'avait dite, des années plus tôt, « La vérité libère, Élise, même si elle te brise d'abord. » Elle avait raison. La vérité m'avait brisée, mais elle m'avait aussi libérée. Libérée des illusions, des attentes, des chaînes invisibles que j'avais laissé m'enfermer. Je n'étais plus seulement l'épouse de Marc, la belle-fille de Claire et Bernard, la mère de Théo. J'étais Élise, une femme qui avait survécu à la trahison, qui avait trouvé le courage de se battre pour elle-même. Assise sur un banc dans le jardin, j'ai fermé les yeux et laissé le vent caresser mon visage. J'ai pensé à l'avenir, à ce que je voulais pour Théo, pour moi. Peut-être resterais-je avec Marc, si nous parvenions à reconstruire quelque chose de vrai. Peut-être pas. Mais pour la première fois, je savais que cette décision m'appartenait. J'avais repris le contrôle de ma vie, et personne ni Claire, ni les secrets, ni les dettes ne pourraient me l'enlever. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à Théo,
que je lui donnerai un jour, quand il serait prêt. Mon cher Théo, ai-je écrit, la vie t'apprendra que les familles ne sont pas parfaites, que les gens que tu aimes peuvent te faire du mal. Mais tu es plus fort que tu ne le crois. Et moi, je serai toujours là, pour t'aimer, pour te guider, pour te montrer que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Ces mots, je les écrivais autant pour lui que pour moi. 1 an a passé depuis cette soirée où tout a basculé, cette soirée où j'ai poussé la porte du bureau de Marc et découvert que notre vie, si soigneusement construite, reposait sur des mensonges. 1 an depuis que le mot faillite a brisé l'illusion d'une famille parfaite, depuis que j'ai appris l'existence de Camille, depuis que Théo s'est enfui dans la nuit, emportant avec lui une partie de mon cœur. Aujourd'hui, assise dans un petit café du Marais avec Sophie, je regarde la lumière douce de l'automne filtrer à travers les vitres, et je ressens une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Une paix fragile, teintée de mélancolie, mais réelle. J'y sirote mon café, écoutant Sophie raconter une anecdote sur un client excentrique, et je ris un rire léger, spontané, qui me surprend moi-même. C'est la première fois depuis des mois que je ris ainsi, sans que le poids du passé ne vienne étouffer ma joie. Sophie me regarde, un sourire complice sur les lèvres. Tu vois, Élise, je t'avais dit que tu retrouverais ton éclat. Elle a raison, d'une certaine manière. Je ne suis plus la femme brisée qui s'est effondrée dans son appartement il y a 1 an. Je ne suis pas non plus celle que j'étais avant, cette épouse dévouée qui vivait pour les autres. Je suis quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que j'apprends encore à connaître. Laissez-moi vous raconter où j'en suis, comment la tempête qui a secoué ma vie s'est apaisée, et ce que l'avenir me réserve. Après avoir quitté la maison avec Théo, j'ai passé plusieurs mois à reconstruire ce qui avait été brisé. Théo, mon fils, mon roc, a grandi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À 17 ans, il prépare son entrée à l'université, rêvant d'étudier l'architecture. Il a toujours aimé dessiner, construire, imaginer des mondes nouveaux, et je vois dans ses yeux une détermination qui me rend fière. Nous avons passé des heures à parler, à réparer ce lien qui s'était fragilisé sous le poids des secrets familiaux. Un soir, alors que nous mangions une pizza dans le petit appartement que j'ai loué près de Paris, il m'a pris la main et m'a dit « Maman, peu importe ce qui arrive, je sais qu'on sera toujours ensemble. » Ces mots, simples mais puissants, m'ont donné la force de continuer. Marc et moi, c'est une autre histoire. Après des mois de thérapie, nous avons décidé de nous séparer, mais en bons termes. La thérapie nous a aidés à mettre des mots sur nos blessures, à comprendre où nous avions échoué. Marc a reconnu ses erreurs, ses silences, sa loyauté aveugle envers sa mère, son incapacité à me faire confiance. J'ai cru que te protéger, c'était te tenir à l'écart, m'a-t-il dit lors de notre dernière séance. Mais je t'ai perdu en chemin, ces mots m'ont touché, mais ils n'ont pas suffi à réparer ce qui était brisé. L'amour que j'avais pour lui était toujours là, quelque part, mais il était enfoui sous trop de douleur, trop de trahison. Nous nous voyons parfois, pour Théo, pour des questions pratiques, et il y a une tendresse dans ces moments, mais elle appartient au passé. Je lui souhaite d'être heureux, mais je sais maintenant que mon bonheur ne dépend plus de lui. L'entreprise, les héritiers du goût, existent encore, bien que transformés. Marc et Maître Dubois ont réussi à la stabiliser, mais elle n'a plus l'éclat d'antan. Ils ont vendu la plupart des actifs, réduit l'équipe, et se concentrent désormais sur des contrats locaux, moins ambitieux. Théo a choisi de ne pas s'impliquer, préférant tracer sa propre voie, et je le soutiens. L'entreprise était un symbole de la famille Lambert, mais aussi de ses secrets, et je veux que mon fils construise un avenir qui lui appartient. Claire, ma belle-mère, est devenue une ombre d'elle-même. La révélation publique de l'existence de Camille a brisé son image de matriarche irréprochable. Les cercles bourgeois qu'elle fréquentait, ces dîners où elle régnait en reine, se sont détournés d'elle. Elle vit toujours dans leur maison de campagne, recluse, refusant de me voir ou de parler à Théo. Bernard, de son côté, a tenté de se rapprocher de nous. Il m'a écrit une longue lettre, s'excusant pour les années de silence, pour les choix qui ont conduit à la faillite. J'ai voulu protéger tout le monde, mais j'ai fini par tout détruire, a-t-il écrit. Je lui ai répondu, poliment, mais avec distance. La confiance, une fois rompue, ne se restaure pas facilement. Camille, elle, est devenue une présence discrète mais constante dans ma vie. Nous ne sommes pas amis, pas vraiment, mais nous partageons une compréhension tacite, celle de deux femmes marquées par les mêmes secrets.
Elle m'a invité à dîner chez elle, un soir, et nous avons parlé de tout et de rien, de la pluie, de Paris, de nos rêves. Elle travaille comme enseignante, une vie simple mais épanouie, et je vois en elle une force tranquille, différente de la mienne, mais réelle. Je ne voulais pas prendre ta place, Élise, m'a-t-elle dit ce soir-là. Je sais, ai-je répondu, et c'était vrai. Camille n'était pas l'ennemi que j'avais imaginé. Elle était, comme moi, une pièce d'un puzzle brisé par d'autres points et moi, dans tout ça. J'ai changé. J'ai passé ces derniers mois à redécouvrir qui je suis, hors du rôle d'épouse, de belle-fille, de mère. Sophie m'a poussé à me lancer dans un projet, quelque chose qui serait à moi. J'ai hésité longtemps, mais j'ai fini par ouvrir une petite boutique en ligne, vendant des objets d'artisanat que je sélectionne moi-même, des céramiques, des tissus, des bijoux faits par des artisans locaux. Ce n'est pas grand-chose, pas encore, mais chaque commande, chaque message d'un client, me donne un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu. Parfois, je me surprends à rêver d'écrire un livre, un témoignage sur cette année qui a tout changé. Peut-être un jour. Aujourd'hui, je suis de retour dans notre ancienne maison, mais pas pour y vivre. Je suis venue chercher les dernières affaires que j'avais laissées derrière moi. La maison est silencieuse, presque trop grande pour les souvenirs qu'elle porte. Je passe devant le bureau de Marc, et je m'arrête un instant, repensant à cette soirée où tout a commencé. La porte est entr'ouverte, mais je ne ressens plus le besoin de fouiller, de chercher des réponses. Je les ai trouvées, à ma manière, dans les larmes, les conversations, les choix que j'ai faits. Je descends dans le jardin, là où Théo jouait quand il était petit, là où Marc et moi partagions des verres de vin sous les étoiles. Je m'assieds sur le banc, laissant les souvenirs m'envahir. Il y a de la tristesse dans ces souvenirs, mais aussi de la gratitude. Cette maison, cette vie, m'ont donné Théo, des moments de bonheur, des leçons que je porterai toujours. Je ferme les yeux, inspirant l'odeur de l'herbe fraîche, et je me sens prête à fermer cette porte, à laisser ce chapitre derrière moi. En rentrant à Paris, je retrouve Sophie pour un dernier café avant qu'elle ne parte en voyage pour un projet artistique. Alors, Élise, prête pour la suite, me demande-t-elle, un éclat malicieux dans les yeux. Je souris, un vrai sourire cette fois. Oui, je crois. Et je le pense. L'avenir est incertain, mais il est à moi. Je ne suis plus définie par les attentes des autres, par les secrets qu'on m'a cachés. Je suis Élise, une femme qui a traversé la tempête et qui a appris à danser sous la pluie. Pour Théo, je veux laisser un autre héritage, un héritage de vérité et de courage. Je veux qu'il sache que les erreurs, les trahisons, ne définissent pas une vie. Ce qui compte, c'est la manière dont on se relève, dont on choisit d'avancer. Un jour, je lui donnerai cette lettre que j'ai écrite, celle où je lui parle de force, d'amour, de résilience. Mais pour l'instant, je savoure ces moments simples, un café avec Sophie, un appel de Théo, le bruit de la ville qui continue de vivre. En refermant la porte de notre ancienne maison, je jette un dernier regard au jardin, aux fenêtres, à cette vie qui n'est plus la mienne. Je ressens un pincement au cœur, mais aussi une liberté nouvelle. La route devant moi est ouverte, et pour la première fois, je n'ai pas peur de l'emprunter.